Et on va commencer tout de suite. Tu lui as donné du poisson, s'il te plaît? Oh. Autre chose qu'elle a mangé. Non. Donc je vais commencer tout de suite pour cette deuxième session. Je vais vous lire la clause de non-responsabilité de la Cache Fondation, qui est obligatoire dans la mesure où on fait une vidéo qui est publique, on fait un enregistrement qui est public. Clause de non-responsabilité. Doucement s'il vous plaît. Le support d'information et d'éducation présenté dans ce document est destiné à apporter une meilleure compréhension et permettre un échange autour du travail des GANS. Ces informations ne sont pas destinées à se substituer à un traitement médical, ni à l'expérience ou au jugement des professionnels de la santé. Pour les patients et les particuliers, ces informations ne doivent pas se substituer aux conseils ou recommandations des professionnels de la santé, thérapeutes ou autres praticiens. Pour les soins médicaux ou les préoccupations, y compris les décisions relatives aux médicaments et autres traitements, les lecteurs, spectateurs, auditeurs doivent toujours consulter leur médecin ou, dans les cas graves, demander l'aide immédiate des services d'urgence. Les informations portant sur les prescriptions, les procédures et l'utilisation de dispositifs médicaux, doucement, doivent être fournies uniquement par des personnels médicaux qualifiés et agréés. Coupez les micros, s'il vous plaît. C'est où? Nous déclinons formellement toute responsabilité directe ou indirecte, y compris les responsabilités liées à la commercialisation ou à une utilisation spécifique. Cette information est fournie telle qu'elle et est considérée comme correcte au moment de sa publication. Mais il appartient aux visiteurs d'évaluer l'exactitude de toute information trouvée dans cette présentation. Chaque cas traité est le résultat de sa propre expérience, appliquée par lui-même, pour lui-même, et s'applique à son propre cas seulement. Toute personne connaissant des problèmes de santé doit consulter un médecin et suivre le traitement prescrit par le médecin. Les processus d'équilibrage du plasma, décrits ici, sont un processus naturel qui soutient le corps. Mais ils ne se substituent pas aux conseils médicaux ou aux thérapies auxquelles on est déjà soumis. Voilà. Donc on va commencer. Il y a un écho. Oui, je vous demande d'éteindre les micros parce qu'autrement on va être obligé de le faire de force et c'est jamais agréable parce que nous on n'est pas comme ça. Donc il faut se discipliner, c'est tout. Hein. Est-ce qu'on peut l'enregistrer? Oui, vous pouvez enregistrer. Il y a quand même un écho, Joël. Oui, mais si vous continuez à parler, ça ne va pas le faire. Hein. Écoutez-vous un petit peu, bon sang, écoutez. Donc, on va commencer cette deuxième session. Alors, bon, bien sûr, et c'est un cours qui est à la base créé par Alexandre Skorik. Là, je vous l'ai déjà dit la première fois. C'est un enseignant qui est très important au niveau de la Cache Fondation, et nous, on l'a revisité pour la version française en améliorant des choses et, suite à des discussions techniques qu'on a eues. Et puis, bien sûr, en apportant des détails qui, à mon avis, étaient évidents à mettre en place pour les gens qui débutent. Donc, Joël, il y a un écho important. excusez-moi, je ne peux pas répondre à tout ça là. Je ne suis pas technicien là-dessus. Je ne peux pas faire de réparation d'écho ou de quoi ou qu'est-ce. Je pense que s'il y a un écho, c'est qu'il y a des gens qui sont avec un téléphone à côté ou quelque chose comme ça. Après, moi, écoutez, mettez-vous à ma place, je peux pas regarder tout ça. Voilà, donc je commence correctement. Donc ici, je vous rappelle, pour ceux qui n'étaient peut-être pas là la fois précédente, c'est qu'il y a trois niveaux de formation. Un niveau débutant, c'est celui dans lequel on se trouve, un niveau intermédiaire qui est un peu plus avancé, et puis justement un niveau très avancé où on a beaucoup de détails pour les chercheurs et pour les étudiants qui sont déjà bien impliqués dans la Cache Fondation. Donc, M. Kesch a dit que le créateur ne nous propose pas d'université, il n'y a pas non plus d'université dans l'univers, il n'y a pas de diplôme, n'importe qui peut recevoir la connaissance universelle ultime s'il donne inconditionnellement et apprendre qu'en donnant inconditionnellement, nous élargissons notre capacité à recevoir davantage. Ça, c'est très important. Et à méditer. Alors, aujourd'hui, on est toujours dans notre station spatiale internationale. On a déjà fait un tour de la Terre. Là, on attaque le second. Et le second tour de Terre, c'est l'état nanométrique. Alors, c'est pas un poisson d'avril, c'est vraiment, ça s'appelle comme ça. Et on va voir pourquoi. Alors, tous les cours, bien sûr, ils sont basés sur les 3 livres de M. Kesch. L'ordre universel de la création des matières, c'est le livre numéro 1.
dans lequel il traite aussi de la création de la matière, la science du plasma et la matière plasmatique. Alors bon, pour ceux qui étaient là et puis pour ceux qui ont vu les replays, ça vous parle peut-être un petit peu plus et on va aller vraiment en profondeur au fur et à mesure qu'on va avancer dans les sessions. Le livre 2, c'est la structure de la lumière, avec aussi pas mal de couplets sur la science du plasma et la matière plasmatique. Et enfin, le dernier livre qui s'appelle L'origine de l'univers, dans lequel il décrit tout. Et l'autre jour, c'était il y a 8 jours je crois, il a dit, mais en fait je me suis trompé, j'aurais dû écrire le livre 3 en premier, et puis faire le livre 2 ok, et puis le livre 1 en dernier, parce qu'en fait on peut démarrer de l'origine de l'univers et faire le chemin inverse pour la description de tout ce qu'il a mis dans ses livres. Donc il est quand même très lucide sur ce qui se passe, et ça c'est génial. Alors ce que je vous propose dans un premier temps pour vous rafraîchir la mémoire, c'est faire un petit résumé de la première session. On ne va pas aller très très loin, mais on va se rappeler les points principaux. En l'occurrence, on sait que l'existence de l'univers, on a vu ça, c'était lié à une énergie qui est en mouvement perpétuel, ça ne s'arrête jamais, et c'est une chose fondamentale. Parce que sans cette énergie, eh bien, on n'aurait rien, quoi. Je ferme la porte en vitesse. Donc cette énergie universelle, eh bien, on a vu qu'elle ne dépendait pas de nous, et puis elle est vraiment dans tout l'univers, et donc elle ne peut pas se négocier, elle ne peut pas être achetée comme toutes les autres énergies qu'on a ici sur Terre. Donc ça c'est très très bien. Et puis cette énergie est toujours en mouvement, il y a des interactions, et puis il y a deux types de champs. Il y a un champ magnétique qui est en rouge, c'est la couleur symbolique de ce champ. Ce champ magnétique, il donne de l'énergie, et le champ gravitationnel, lui, il prend de l'énergie. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un échange d'énergie entre ces deux champs. Ensuite, on a vu qu'il y avait plusieurs états de la matière. Et quand on regarde les états... il y avait plusieurs états, pardon, plasmatiques. Et en fait, quand on regarde l'état de la matière physique et l'état de la matière plasmatique, on voit que la matière... avec un petit thème, c'est de la matière physique, c'est ce qu'on a tout autour de nous, qu'on peut toucher, qu'on peut voir. Hein. Je vous rappelle que c'est une infinitésimale partie de l'univers. En fait, c'est quelques pouillèmes, quelques pourcents. Hein. Et puis tout le reste, eh bien, on ne le voit pas. Comme par exemple l'état de la matière dans l'état plasmatique, avec un grand M. Alors on ne peut pas la voir, on ne peut pas la toucher, mais on peut la ressentir. Alors pour ceux qui ont des mains graves et qui ont de la sensibilité, ou même d'autres dispositifs, eh bien, effectivement, on peut sentir cet état plasmatique. Ensuite, on a vu l'état de Gans, très vite, parce qu'on aura une grosse session la semaine prochaine sur l'état de Gans, qui est vraiment extraordinaire. Et donc, on a vu que dans l'état de Gans, le Gans, ça veut dire gaz à l'état nanosolide. Ensuite, on a parlé de l'ordre de grandeur. L'ordre de grandeur, c'est un coefficient multiplicateur qui permet en fait, par décade, d'amplifier ou de réduire le niveau d'énergie, c'est-à-dire qu'on classe en fait les états en fonction de leur énergie, et cet ordre de grandeur, c'est vraiment l'unité qui va bien pour faire ça. Alors, je sais qu'il y avait eu des difficultés au départ, je vous rappelle l'histoire de la 2 chevaux, de la tortue, de l'avion et de l'astéroïde, vous vous souvenez de tout ça, hein? Par exemple, quand on prend la tortue par rapport au supersonique, on sait que la vitesse de la tortue est 100 fois moins importante que celle de l'avion, ou on peut dire aussi que celle de l'avion est 100 fois plus importante que celle de la tortue. À chaque fois, de toute façon, on a un ordre de grandeur de 2, hein, puisque c'est 10 fois 10. Il en va de même entre la 2 chevaux et puis l'astéroïde. Hein. Voilà, je ne refais pas tout le panel complet, mais vous avez bien compris qu'un ordre de grandeur, c'est multiplié par 10, ça est égal à 1 ordre de grandeur. Ensuite, on avait vu quelque chose aussi de très important, qui est finalement inclus dans les ordres de grandeur, c'est-à-dire qu'on avait une zone, un petit peu une mise en boîte de la physique classique, dans laquelle il y avait des ordres de grandeur limités, on va dire, puisque dans la physique classique, on va jusqu'au million, c'est-à-dire au méga, et on va jusqu'au micro, c'est-à-dire 10-6, c'est-à-dire au micron, globalement. Hein. Même si, comme je l'ai dit l'autre fois, il y a des laboratoires maintenant qui vont un petit peu plus loin
par la force des choses, parce que tout évolue, y compris la technologie classique. Qu'est-ce qu'on avait vu aussi? On avait vu quelque chose de très très important pour revenir au fonctionnement des champs magnétiques et gravitationnels. On sait qu'un champ magnétique pousse, c'est-à-dire qu'il cherche à donner son énergie, et le champ gravitationnel tire, c'est-à-dire qu'il attire cette énergie. Et quand on a une condition d'équilibre, comme dessous, quand on voit les deux disques, matière-antimatière, matière noire, un qui est gravitationnel et l'autre qui est magnétique, eh bien, il y a cette interaction entre les champs, ces champs s'équilibrent, et là, quand on a une condition d'équilibre qui est créée, eh bien, ça s'appelle une condition d'équilibre grave. Et cette condition d'équilibre, il faut bien retenir qu'elle est valable quel que soit le niveau d'énergie. Ensuite, alors je pense qu'on avait vu ça vers la fin, hein. On avait vu donc les états du plasma, globalement, hein. On avait vu qu'on pouvait passer d'un état à l'autre, hein. Je vous avais montré un petit peu tout ce qui se passait depuis le cuivre qui est dans la mine. Ensuite, le cuivre, il est travaillé, il est mis sous forme de fils, de plaques, de tout ce que vous voulez. Et puis ensuite, nous, on peut poser du carbone dessus, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, hein. Et puis ensuite, cette plaque de cuivre qui est avec du carbone, eh bien, on peut créer un gans. On verra aussi ça plus tard, dans les prochaines sessions. Et puis ce gans, il va nous générer du plasma. Et à chaque fois, on a des transferts d'énergie avec justement des ordres de grandeur qui sont assez importants d'un état à l'autre. Alors bien sûr, il y a une réversibilité. C'est-à-dire qu'on peut rétrograder au niveau des transferts d'énergie. C'est-à-dire que quand on passe d'un état inférieur à un état supérieur, on multiplie, et quand c'est l'inverse, eh bien on divise. On avait vu donc le corps humain, bien sûr c'est un nanomatériau, parce que je vous avais expliqué que, enfin vous le savez tous, ça, et on a un corps humain qui est magnifique au point de vue fonctionnement, avec des organes, ils ont chacun des cellules, chaque cellule, on avait vu, c'était finalement des champs magnétiques et gravitationnels. Et sans entrer dans le détail pour le moment, vous allez voir après la suite, elle est passionnante là-dessus. Et on a vu que le corps humain, c'est un système qui est multifonctionnel, parce que bon, il y a des choses qu'on n'a pas besoin d'intuiter pour qu'elles se réalisent. Donc tout va bien, ce sont que des équilibres. Alors je voulais savoir si vous avez des questions par rapport à cette première session, parce que je sais qu'il y en avait qui n'étaient pas là, d'autres qui étaient là, mais qui ont peut-être réfléchi. Donc je vous écoute si vous avez des questions là-dessus, parce qu'on ne reviendra pas. Oui, moi j'ai une question, Oui. Joël, par rapport aux ordres de grandeur dont tu Oui. parles. Oui. Est-ce qu'on peut relier ces ordres de grandeur aux micro-organismes versus macro-organismes Oui. ou pas du tout? Oui, Si, mais alors après, ça s'est fait en laboratoire, et moi oui, j'ai pas d'ordre de grandeur à te donner. Mais bien sûr que oui, oui, bien sûr que c'est oui, ça. bien sûr que oui. Oui, c'est ça. Parce Je que vais, le plasma, il est à un niveau infinitésimal, c'est-à-dire il est très, 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 très petit par rapport à alors, une cellule humaine, alors par je suis exemple. content que tu poses cette question, parce que je vais vous Oui, montrer que le plasma, il défie toutes les lois de la physique qu'on a appris à l'école ou partout ailleurs. Ce que tu viens de dire, ben, tu vas voir que, bon, je suis désolé, mais c'est partiellement faux. Et on va voir pourquoi. Mais bon, ta question est pertinente, tu sais, que ce soit à l'échelle du système solaire, par exemple entre le Soleil et la Terre, il y a bien sûr des échanges, comme je viens de le décrire, ils sont beaucoup plus complexes que ce qu'on vient de voir, mais c'est le même principe. Dans les cellules ou dans tout ce que tu veux, c'est la même chose aussi, hein, bien sûr. Est-ce que j'ai répondu ou j'ai répondu à côté? non, je me pose plein de questions par Bon, rapport aux micro-organismes oui. et à la vitesse aussi. La vitesse de quoi? La vitesse de tu sais, quand ce plasma Le ré- devient matière, Oui, il y a un ralentissement oui, oui. de la vitesse de la Oui. lumière. Et puis Tu vois, il y a une c'est modification ce. de la fréquence aussi. Oui,
Voilà, c'est ce. Et Oui, ça, peut-être on le verra plus tard. oui, c'est beaucoup plus tard. Hein. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que là c'est un cours de débutant, mais bon, il y a des gens qui ne connaissent pas du tout, il faut y aller tout doucement. Mais ta question est pertinente, hein, mais ça sera vu beaucoup plus tard. Si tu veux, on peut en parler à part, tu me téléphones ou tu m'envoies un mail et puis je t'enverrai des cours là-dessus, si tu veux Non, c'est très gentil. progresser. C'est très, Mais envoie-moi c'est un très mail, hein. gentil. Voilà. Merci, Joël. Ok. Je voulais vous dire une chose, ah oui, je vous l'ai déjà dit, oui, à cause d'Internet, il se peut qu'il y ait des coupures, mais j'ai mon téléphone, donc je broderai le temps que je revienne, hein. Voilà. Alors on va attaquer le cours d'aujourd'hui. On a déjà vu ça, c'est fondamental, c'est pour ça que je le remets à chaque fois, parce que cette histoire d'énergie qui est un mouvement perpétuel, tout ça, enfin cette énergie-là, c'est elle qui est la mère porteuse de tout le système. Toute chose créée, toute chose existe à partir de l'énergie. Ça, bien évidemment, et on va le voir au fur et à mesure. Et ça tombe très bien que la question ait été posée à l'instant. On verra que, justement, comme ça a été dit, le plasma, quand il est au cœur de la boule qu'on a vu l'autre jour, eh bien, il a une énergie extraordinaire. Et puis, au fur et à mesure qu'on s'éloigne de ce centre, l'énergie du plasma, eh bien, elle diminue, enfin, relativement, bien sûr, parce que c'est très très puissant, hein. Et en plus, bon, il y a des problèmes de fréquence, et au fur et à mesure qu'on s'éloigne, c'est comme si on avait une spirale, vous voyez, avec le centre au centre de la boule, et puis la spirale décrit donc un cercle enfin une courbe de plus en plus grande, et au fur et à mesure qu'on sort du centre, qu'on s'éloigne du centre, et bien la fréquence diminue, et puis on va tomber dans des zones que l'humain peut constater de visu. Et on tombe dans l'état matière avec un petit thème que je vous ai écrit tout à l'heure. Donc, pour vous dire aussi que quand on regarde le fonctionnement des champs, eh bien on sait que tout participe. C'est-à-dire que si on prend un exemple très simple avec des aimants dans une assiette, quand vous allez en bouger un, eh bien les autres vont bouger, même si vous ne les avez pas sollicités. Alors bon, c'est sûr que ce sont des forces magnétiques qui font ça, mais vous comprenez bien que tout se déplace. Tout est en déplacement perpétuel. C'est très important. Donc, cette boucle infinie, on l'a vu tout à l'heure aussi, hein, avec ce champ magnétique qui pousse, c'est-à-dire qu'il expulse de l'énergie et le gravitationnel qui tire, eh bien on va avoir des conditions graves, hein, et donc tout va bien, mais il y a quand même des choses à prendre en compte autour de tout ça. C'est que si on est dans un laboratoire ou avec des conditions vraiment très particulières, on peut constater ce que je viens de vous dire. Par contre, dans la vie courante, il y a des champs magnétiques et gravitationnels partout, et ils sont influencés par l'environnement. Et nous en faisons partie. Souvenez-vous, l'autre jour, je vous ai dit, quand vous faites un gans, méfiez-vous, parce que il faut vraiment que vous soyez dans les bonnes dispositions, parce que votre champ influe sur le champ grave qui va se créer au niveau du gans. Donc c'est vraiment l'illustration parfaite, hein. Donc tout ça, ça crée des conditions qui sont propres à l'équilibre grave. C'est-à-dire que si vous faites un gans un jour où vous êtes mal réveillé ou vous n'êtes pas bien, eh bien vous ferez le même gans le jour d'après où tout va aller bien, vous n'aurez pas du tout les mêmes énergies. C'est super important, très important. L'ordre de grandeur, je n'y reviens pas. En plus, j'ai dit qu'il était réversible, c'est-à-dire qu'on peut rétrograder ou on peut amplifier, hein. Je passe aussi le tableau de la session précédente, hein. Et par contre, on va s'engager sur des choses qui sont neuves. Alors bien sûr, la boîte à outils, là, ça fait un petit peu une liste à l'après-vert, c'est-à-dire que je vous donne des définitions qui vont être améliorées après. Je vous donne des choses qui sont influentes sur le comportement du plasma, et au fur et à mesure que la boîte à outils va s'étoffer, c'est comme un puzzle. Le puzzle va se compléter, et vous allez voir qu'à la fin, vous allez tout comprendre d'un seul coup. C'est comme quand on peint, on fait un tableau, et bien au départ, il y a des esquisses, il y a une première couche, et puis au fur et à mesure, le tableau monte en couleur, et puis après, eh bien, ça y est, le tableau est là, et c'est génial, et bien là, ça va être pareil. Donc ne perdez pas espoir, tout va bien. Mais il y a beaucoup de choses à apprendre, c'est pour ça que je vais doucement. Alors,
La force la plus intense, ça on l'a vu aussi, elle nourrit toujours la plus faible. Et cet état énergétique, en fait, c'est un champ de force. Alors, bien, c'est pas parce qu'on ne les voit pas, mais c'est quand même un champ de force qui est très très puissant. Ce champ énergétique, on a vu, il est déterminé par son ordre de grandeur. Mais on peut commencer à se poser des questions. Dans quel sens cette énergie circule-t-elle? Est-ce que finalement, cette énergie, il n'y a pas de la déperdition? Y a plein de choses qui vont venir, et puis quand on aura répondu à ces questions, eh bien, il y en a d'autres qui sont sous-jacentes, et auxquelles je m'attarderai, et je répondrai bien sûr, dans mes modestes moyens, mais je vous répondrai là-dessus. Donc là, pour le moment, on ne sait pas trop dans quel sens l'énergie circule. Je ne vous l'ai pas dit, forcément, vous ne pouvez pas le savoir. On va ajouter dans la terminologie des nouveaux termes, comme par exemple le rapport surface-volume. Alors ce rapport surface-volume, avec Alex on a eu pas mal de discussions, parce que lui il a une théorie là-dessus, je suis persuadé, je le dis, et bon, je fais comme moi je le sens, qui est compliqué, et bon, il y a beaucoup de gens qui se sont un petit peu perdus. Alors on va y aller tout doucement. Vous savez qu'un atome, quand tout va bien, enfin un atome ordinaire, là j'ai perdu ma souris, voilà, un atome normalement il a un noyau, c'est-à-dire une partie centrale, hein, et puis il a des électrons qui gravitent autour. Et puis dans la physique classique, eh bien le noyau, enfin ça dépend de ce qu'on fait, mais globalement le noyau, on l'assimile, on dit qu'il rentre dans une sphère. Alors on part de ce principe-là, qui est quand même très simple. Décidément, j'ai plus ma souris, là voilà. Elle joue à cache-cache. On va prendre un ballon. Alors un ballon, alors surtout, vous voyez là, c'est un ballon de foot. Moi j'aime pas trop le foot, mais enfin je l'ai trouvé génial parce que, regardez bien cette forme, il y a, c'est un assemblage de formes géométriques à 6 côtés et à 5 côtés. Alors les 5 côtés c'est un jaune, quincaèdre, hein, tétraèdre, 6 côtés, ils sont gris-blanc. Alors notez ça dans votre tête. Pour le moment, on ne va pas trop s'en occuper, on s'en occupera la semaine prochaine, mais c'est très important. Quand je regarde un ballon, quel qu'il soit, alors j'ai pris un ballon de foot parce que justement il y avait cet aspect-là des choses au niveau du montage des pièces du ballon. Mais quand on regarde un ballon, peu importe, hein, eh bien, on a une surface, c'est-à-dire la surface du ballon, que l'on touche, que l'on voit, et puis dedans, il y a un volume qui est rempli d'air, normalement, hein, ou d'autres choses, mais enfin, il y a de l'eau aussi, on peut faire avec de l'hélium, peu importe. Hein. Et donc, on a l'association d'une surface et d'un volume. Alors, très simplement, je vous passe les formules, il fallait que j'en écrive au moins deux, à savoir la formule simple de la surface, c'est 4πr2, hein. R c'est le rayon, c'est au carré, hein. Ne retenez pas tout ça, on s'en fiche un peu, mais moi il fallait que je le fasse. Et puis le volume interne de ce ballon, eh bien, c'est 4 tiers de πr3. Alors, quand on regarde ce qui se passe dans le ballon, et quand on regarde surtout le rapport qu'il y a entre la surface et le volume, je vais m'amuser à diviser la surface par le volume. Alors, bon, ça fait une division, moi, c'est un rapport, j'appelle ça oméga. Et quand on le simplifie, eh bien, on voit que ce rapport oméga, c'est une constante, c'est-à-dire 3, que divise R. Clairement, quand on regarde le graphique qu'il y a en bas de la page, eh bien, on s'aperçoit que plus le rayon est petit, hein, plus le rapport est grand. Plus le rayon est petit, plus le rapport est grand. Ça, c'est intéressant. On va voir pourquoi. Tout simplement parce que dans la famille de tout ce qui est magnétique, alors on va voir en particulier, il y a de l'hydrogène qui est magnétique, hein, ils sont de signe négatif parce qu'ils donnent. C'est une convention que l'on a au niveau de la physique quantique. Ils donnent de l'énergie, je vous l'ai déjà dit, hein, le magnétique, et l'hydrogène en fait partie. Quand on a une valeur d'oméga qui est faible, c'est-à-dire vraiment dans le bas de la courbe, plutôt vers la gauche, hein, eh bien on est dans la famille gravitationnelle,
Pourquoi? Parce qu'ils sont positifs et ils prennent de l'énergie. Alors, dans la cinématique de tout ça, c'est-à-dire dans le mouvement de tout ça, eh bien, la famille qui est gravitationnelle va chercher à prendre l'énergie de la famille magnétique, et la famille magnétique, eh bien, elle est prête à donner son énergie, donc tout va bien. Par contre, on remarque donc, j'insiste là-dessus, c'est que la famille magnétique, eh bien, elle est de signe négatif et elle a un rapport 3 sur R très élevé. Alors, vous vous demandez sûrement où est-ce que je veux en venir. Ça va être très simple. Voici une diapositive où on montre le cas de l'oxygène et de l'hydrogène. Un atome d'hydrogène, alors bon, vous voyez, on est quand même dans des dimensions qui sont extrêmement petites. Il fait 5 10 moins 11 mètres. On va simplement retenir le 5. Et l'atome d'oxygène, eh bien, il est 20 fois plus gros. 20 fois plus gros. Quand on fait le rapport que je viens d'évoquer, le 3 sur R, eh bien, on voit que l'hydrogène, il a un rapport beaucoup plus important que l'oxygène. Ça veut dire que l'oxygène, il va vouloir se nourrir de l'énergie de l'hydrogène. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, ça? Si vous ne me répondez pas, c'est que vous dormez ou que c'est bon. Oui, c'est clair. Bon, parfait. Parce que je ne savais pas si j'allais arriver à vous expliquer ça facilement. Donc, l'idée, c'est que, en fait, il va y avoir des interactions qui vont se créer entre les deux, et donc on va avoir une énergie qui va se créer. Ça, c'est une chose. Ensuite, la force de champ. La force de champ, c'est finalement, comme je l'ai exprimé dans cette diapo, c'est le cœur de l'énergie en mouvement. S'il n'y a pas de force, il n'y a pas d'énergie, hein, ou alors très très peu. Avec une très faible force, il y a très peu d'énergie. Cette force, elle est dans une direction ou dans une autre, donc on va dire qu'elle est négative ou positive au sens des champs que je viens d'évoquer. C'est-à-dire qu'il y a une force qui est de type négatif, elle va donner, et une force qui est de type positif, elle va prendre. Ça, il faut vraiment que vous l'ayez en tête, parce que quand vous ferez des magraves ou des ganses, eh bien c'est ça qui fait le fonctionnement d'un bon magrave. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris ça. Mais c'est dommage parce qu'il y a des magraves qui sont ratés à cause de ça. Mais c'est très important. Cette force, donc, elle est basée, vous l'avez bien compris, sur le rapport surface-volume qu'on vient de voir avec le ballon. Et plus la valeur du rapport est élevée, plus c'est négatif, et plus c'est négatif, plus c'est grand. La force a une direction, elle est de type négatif, elle donne, et quand elle est de type positif, elle prend. C'est très important. Je n'ai pas fini de vous le dire, ça je vais le dire souvent. Alors si on fait une analogie par rapport au pôle, notre belle vieille Terre que j'adore, eh bien elle a des pôles, vous le savez, pôle Nord, pôle Sud, hein, et quelles que soient, on va dire, les disciplines de la physique et de la science dans sa globalité, on aura toujours le pôle Nord qui va donner, c'est le pôle émissif, et le pôle Sud qui prend, c'est le pôle qui absorbe l'énergie. C'est-à-dire que le pôle qui émet donne de l'énergie au pôle qui absorbe. Alors là, je n'ai toujours pas répondu à la question. Où est-ce que passe l'énergie? Comment ça se passe? Alors j'y viens tout de suite. Et je vous décris le truc, c'est que les chemins suivis par l'énergie, eh bien, ils sont multiples. C'est-à-dire que vous savez qu'au niveau de la Terre, nous avons la magnétosphère. La magnétosphère, je vous le rappelle, elle limite de façon invisible, bien sûr, bien qu'il y ait des choses qui se passent, mais enfin bon, on ne va pas rentrer dans les détails. Elle limite le champ magnétique et gravitationnel terrestre. Je vous rappelle que cette magnétosphère est déformée par l'énergie des champs magnétiques et gravitationnels du Soleil, qui impactent et qui tassent le champ magnétique de la Terre quand on est côté jour, et ces champs magnétiques, ces mêmes champs magnétiques, sont beaucoup plus en harmonie, ça fait une belle queue, une belle plume derrière, là, et donc on n'a pas du tout les mêmes réactions de jour comme de nuit. Alors, ces champs magnétiques, eh bien, gravitationnels et magnétiques, donc ils reçoivent de l'énergie. Cette énergie, elle rentre dans la magnétosphère, elle peut faire le tour de la magnétosphère, elle peut donc vraiment s'impliquer, elle peut passer à travers.
On est toujours en attraction-répulsion. Et elle peut même traverser la Terre et sans influencer. Tout dépend des niveaux énergétiques et d'intensité de ces énergies. Je vous rappelle que l'énergie, on fait que de parler de ça, mais l'énergie n'est pas partout la même, hein. C'est-à-dire qu'on a des énergies qui sont plus basses que d'autres, et donc elles ne vont pas avoir l'influence escomptée, et puis elles vont rentrer, ces énergies basses vont peut-être rentrer dans un autre environnement, et puis là elles vont quand même agir, parce que l'environnement est différent. Mais chez nous, ça se passe un petit peu comme ça au niveau de la Terre. Donc, quand l'énergie sort, c'est-à-dire qu'on est magnétique, c'est la répulsion, et quand l'énergie est absorbée, on est dans le gravitationnel, c'est l'attraction. Voilà. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Je pense que là, tout le monde sait ça, hein. Il n'y a pas de problème. Alors, il y a des chemins préférentiels quand même. Il faut que je vous dise, c'est que au niveau de l'énergie qui arriverait du cosmos, eh bien, elle va passer par la magnétosphère, et puis ensuite il y a aussi l'équateur aussi qui est très influent, dans la mesure où vous avez bien compris que l'équateur, il est entre les champs magnétiques gravitationnels et les champs magnétiques. Donc l'équateur et la magnétosphère, ce sont deux directions préférentielles. Alors, la question, comme je l'ai écrit, qu'est-ce qui fait que l'énergie suit un chemin donné? Eh bien, cette énergie, il faut qu'elle soit prédisposée à suivre le chemin qu'elle choisit. Alors, si elle est prédisposée à choisir de passer par l'équateur, il n'y a aucun problème, c'est qu'elle aura, des caractéristiques qui font qu'elle va passer par l'équateur. Si l'énergie passe par la magnétosphère, eh bien, c'est parce qu'elle a des caractéristiques qui sont beaucoup plus en accord avec la magnétosphère, donc elle va choisir un chemin préférentiel, toujours. C'est comme les électrons l'autre jour, je vous parlais du carbone, on va le voir tout à l'heure, là. Les électrons, plutôt que de passer dans le cuivre, eh bien, ils choisissent de passer dans le carbone, ils ont une prédisposition pour ça. Voilà. Autre définition, par rapport au flux d'énergie, hein. On peut dire que le pôle nord c'est le donneur, et puis le pôle sud c'est le preneur. Et on s'aperçoit finalement que l'énergie du plasma, j'ai mis sur une voie à double sens, c'est vrai, parce qu'on va voir aussi que tout n'est pas parfait, c'est-à-dire que tout ce qui sort du pôle nord va bien sûr vers le pôle sud, mais il y a des remontées du pôle sud vers le pôle nord. Alors là, en petite quantité par rapport à tout le reste, c'est pas négligeable dans certains aspects, mais il faut retenir que il y a quand même des petites choses qui se passent, sans déflorer le sujet tout de suite. Bon, vous voyez la susceptibilité, niveau de prédisposition, hein. Je regardais même le dictionnaire pour pas me tromper, parce qu'il y a des termes anglais qui sont subtils. Ensuite, il y a la compréhension de Alex, on s'est entendu là-dessus. Donc, il y a la possibilité pour ces champs magnétiques gravitationnels, pour ces énergies, d'avoir des dispositions et des aptitudes. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ça vous paraît abstrait? Ou est-ce que ça vous paraît tout à fait normal? N'hésitez pas, parce que il faut que tout le monde comprenne ça, hein. Très important. Moi, je voudrais savoir, est-ce que tu peux donner une petite idée de quel genre de qualité ou de disposition spatio-temporelle qui fait que l'énergie la circulation va du nord au sud ou sur l'équateur? Je peux pas te donner ça. Ce que je peux te dire, c'est que tout le monde voit, par exemple, les aurores boréales. Oui, d'accord. Hein, c'est une image, mais c'est la vérité. C'est-à-dire que c'est le seul schéma que l'on a et qui est visible, Gilbert. Je ne sais pas si je réponds bien à ta question, parce que là, je ne me suis pas penché sur le sujet du tout, hein.
Non, non, je posais comme ça pour savoir un peu, parce que comme, Ouais, mais ça c'est très. Il faudrait que. Faut relire Il y a des rapports à la NASA là-dessus. Mais franchement, je te dis, je suis pas du tout dans mon. C'est pas du tout dans mon domaine, ça. d'accord, aucun Voilà. souci. Mais il y a des rapports sur la NASA, de la NASA qui là-dessus, hein, quand même, hein. Donc, ils sont accessibles sur Internet. Il faut les consulter. Si tu veux, je ferai une recherche pour la prochaine fois. Non, 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 c'est pas, Il n'y a pas de problème, je peux le faire aucun autrement. souci. Je te remercie. Joël, Oui, c'est peut-être pas très important, c'est juste une phrase avec un exemple de susceptibilité. oui, J'ai bien un niveau de prédisposition du plasma. oui. Est-ce que tu peux faire une phrase pour illustrer le mot susceptibilité? Eh bien, c'est une aptitude. Le plasma, il va avoir. Si tu veux, tu as l'eau de ton toit, par exemple, qui va couler du toit et puis elle va tomber dans ce qu'on appelle une gouttière. Eh bien, l'eau, elle va avoir un chemin. Elle va être apte à suivre le chemin de la gouttière, quoi, hein. Tu vois ce que je veux dire? Ou Oui, mais pas? qu'est-ce qu'on dirait pour le plasma? On va dire le plasma, il est susceptible de descendre par la gouttière. Non, le plasma, il va cheminer dans l'environnement dans lequel il se trouve et il va prendre le chemin le plus simple pour lui. Alors, cet environnement, il est complexe, hein, parce que là, on raisonne comme ça devant un écran, c'est facile. Par contre, l'environnement est très complexe et on s'aperçoit qu'il y a des tensions à l'intérieur et le plasma va passer dans les lieux de moindre tension. Alors, je ne sais pas si ça te répond à ta question, ça. À peu près, ça veut Il va dire que bon, choisir il le est chemin. intelligent. Il va choisir le chemin le plus simple pour lui. D'accord, merci, c'est une forme d'intelligence. Oui, Non? je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Non, je suis pas sûr. Merci. Tu vois les électrons par exemple, comme je le disais à l'instant là, ils vont préférer passer dans le carbone où ils ont aucune résistance plutôt que de passer dans le cuivre. D'accord. C'est une facilité. Donc ils sont leur prédisposition, leur prédisposition, c'est de passer dans le carbone plutôt que dans le cuivre. D'accord. Oui, mais ouais, c'est Joseph. Je croyais que la Terre changeait de polarité de toute façon de temps en temps. Que le sud devenait nord et le nord devenait sud. Est-ce que je me trompe? Non, 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 attends, là, le changement de polarité du globe terrestre, il est prévu avec des cycles. On n'est pas loin d'ailleurs de la fin d'un cycle là, mais il ne change pas systématiquement. Non, non. Par contre, ce qui se passe, c'est que là, le schéma que je vous ai montré à l'instant, il est très simpliste, hein, parce que je ne sais pas si vous avez eu la curiosité de regarder justement sur Internet les vues des champs magnétiques terrestres et l'évolution des pôles. Les pôles, ils fluctuent, c'est-à-dire qu'ils sont toujours dans la même zone, mais ils se baladent. Et puis il y a des zones au niveau du globe où on a des champs magnétiques qui sont plus puissants que dans d'autres zones aussi, hein. C'est pas tout n'est pas uniforme, hein. Faut pas rêver, hein. Joël, Oui, au sujet de la susceptibilité, est-ce qu'on pourrait dire c'est une capacité d'adaptation en fait, oui, naturelle? oui, oui, mais pas que. D'accord. Oui, c'est une bonne remarque. Oui, oui, absolument. Joseph, est-ce que j'ai répondu? Non, moi, j'ai donné ce que je crois, donc après, moi, ça me convient. De toute façon, moi, c'était. Et après, ta réponse me convient parfaitement. Ok. J'ai pas le sentiment d'avoir la science infinie. Donc. Non, non, mais moi non J'écoute. plus, moi non plus, mais je sais que j'ai Mais- j'ai eu la curiosité de voir ça parce que ça m'intéresse beaucoup. Et donc, tu verras, si tu regardes une carte comme ça, eh bien, tu t'apercevras qu'il n'y a pas d'uniformité. Et il y a surtout, comme je l'ai déjà dit, l'énergie est toujours en mouvement, et ces déplacements-là, eh bien, ça fait partie de toute la cinématique de tout ce que je vous décris. Non, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'en fait, tout est en mouvement tout le temps. Tout le temps. Et c'est ça et en fait, l'énergie est en abondance majeure. Oui. Donc, alors qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où on croit que l'énergie est limitée. Et Ben c'est ça qui oui, est mais ça intéressant, c'est qui est la. révolutionnaire Ben dans oui, ce que tu dis. mais oui, E égale MC2, hein. Alors bon, on est dans la boîte là. Tu vois? Alors bon,
Il faudrait que tous les gens comprennent ça, quoi. Ça serait vachement mieux parce que ça les libérerait peut-être même aussi, quoi. Y compris les scientifiques ou même certaines personnes de la Keshe Foundation. Enfin bon, bref, on va pas épiloguer là-dessus. Je vais vous parler de la structure monoatomique. La structure monoatomique, bon, vous avez tous fait sûrement dans votre enfance, ou même on peut jouer, moi je m'amuse à faire ça encore, hein. Je trouve ça vraiment génial. Eh bien, quand on a des petits aimants, comme je disais tout à l'heure, dans une coupole, eh bien, si on en bouge un, eh bien, le voisin va bouger. Et puis, quand on regarde un aimant comme ceux qui sont à l'écran, là, comme ce sont des rondelles, hein, eh bien, là, on a 3 aimants identiques, eh bien, on aura 3 champs identiques. Et vous avez le schéma de ce champ qui est décrit juste à côté de la photo. Et on vous montre qu'on a un champ gravitationnel et un champ magnétique. Et si on fait une analogie, on s'aperçoit qu'on a la même chose au niveau du globe terrestre. Voilà. C'est la même chose. Alors, toute proportion, bien sûr, étant gardée, hein. Là, quand on déplace un aimant, eh bien, on va avoir, vu qu'on a ces champs plasma qui sont identiques, on va avoir des champs qui vont s'équilibrer, parce que quand on bouge un aimant, eh bien, les autres aussi vont se déplacer. Et donc ces champs plasma qui sont équilibrés vont générer donc des champs magraves individuels qui seront aussi équilibrés. La globalité de ces 3 champs magraves individuels vont créer un champ magrave qui va être commun, hein. Alors ça c'est important parce que pour un élément donné, comme tout à l'heure on parlait des cellules ou des tout petits organismes, et bien là c'est pareil, le petit organisme avec son voisin, et bien, il s'équilibre de la même façon, hein. Donc c'est aussi très important de savoir ça. Quand l'aimant, bien sûr, est déplacé, les autres bougent, mais ils bougent avec une certaine cinématique, c'est-à-dire que quand on va en approcher un, les autres vont s'écarter, et puis il y a une certaine distance qui est la distance d'équilibre, hein. Et donc on voit finalement que l'aimant, c'est aussi un magrave. C'est vraiment très simple là comme explication pour le moment. Après vous voyez que ça va un petit peu se durcir. Par contre là, ce qu'on peut remarquer, c'est que au niveau de ces aimants, eh bien ils travaillent ensemble. C'est-à-dire que si on en bouge un, je viens de le dire, les autres vont bouger. Mais en fait, on s'aperçoit que tout ça, c'est le fonctionnement d'une structure qui est monoatomique. C'est-à-dire que vous assimilez chaque aimant à un atome. Si on prend une équipe de sport, hein, chaque joueur a des talents, hein, dans cette équipe. Chaque joueur a un poste, enfin, vous le savez tout ça, hein. Mais finalement, on a une équipe, c'est-à-dire qu'on a un groupe de joueurs qui met, chaque joueur met à disposition de l'équipe ses talents. Et en fait, c'est ce qui se passe aussi dans une structure qui est monoatomique. Alors vous allez voir où je veux en venir. C'est que dans la matière, petit m physique, eh bien les atomes sont en chaîne d'atomes, ils sont liés entre eux, ils sont soudés entre eux. Enfin soudés, le terme est exagéré, mais enfin ils sont liés entre eux, c'est difficile de les dissocier, sauf en mettant beaucoup d'énergie. Dans la structure monoatomique, c'est tout à fait différent. C'est-à-dire que l'état nano, vous vous rappelez, hein, on a vu l'état nano, c'est 1 milliardième de millimètre. Les atomes sont individuels et ils sont collés, ils sont regroupés et ils fonctionnent comme une équipe de joueurs individuels. C'est-à-dire que les atomes sont les uns à côté des autres, mais ils ne sont pas soudés. On va voir ça après. Donc c'est comme si on avait, j'ai appelé ça le train des forces énergétiques, c'est comme si on avait quelque chose, alors un champ qui les attire, et puis les atomes sont derrière, ils sont à la queue leu, ils ont chacun un rapport surface-volume très grand, si on prend par exemple l'hydrogène, comme tout à l'heure, hein, et ils ont donc des forces énergétiques puissantes individuellement,
Et imaginez bien que ces forces énergétiques, quand elles sont associées, eh bien, elles sont encore plus puissantes. Et chaque élément qui compose ce train, eh bien, il a une structure monoatomique qui a une force de champ de type négatif, de signe négatif. L'état nanométrique, alors on en a parlé, je crois, l'autre jour, on a vu que c'était un superconducteur à température ambiante, on a vu que dans la physique classique, on avait beaucoup de mal à faire ça, puisqu'il fallait descendre à des températures proches de moins 273 degrés, qui est le zéro absolu. Et ça, c'est quelque chose qui est très marquant au niveau des caractéristiques des revêtements nanométriques. Alors, ce superconducteur carbone a une grande prédisposition à absorber certains champs, j'insiste sur le mot certain. C'est évidemment, on en a parlé encore tout à l'heure, un chemin prioritaire pour que l'énergie circule. Il impose une direction de flux, il impose aussi une force de flux, on verra ça, et puis bien sûr un ordre de grandeur. C'est-à-dire que l'état nanométrique, il va avoir un ordre de grandeur, enfin plusieurs ordres de grandeur même, en supériorité par rapport à l'état matière. L'état nano, on a vu aussi que le carbone, suivant comment on l'a manipulé ou comment on s'en servait, eh bien ça peut être aussi un super isolateur à température ambiante. C'est-à-dire que là, eh bien, il va avoir une faible prédisposition pour accepter d'absorber des champs, d'autres champs, qui sont bien sûr différents que ceux que j'ai évoqués à l'instant. Et puis, il va confiner, alors le mot, malheureusement, il est d'actualité encore pour nous aussi, il va confiner l'énergie, c'est-à-dire qu'elle va être enfermée, il va toujours donner une direction de flux, une tension de flux, et lui aussi va être caractérisé par un ordre de grandeur supérieur. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? Simplement que le plasma à l'état nano absorbe certains champs et constitue une barrière pour d'autres. Et donc on est bien dans un système à double sens. C'est-à-dire qu'il y a des champs qui vont être absorbés par le plasma, d'autres qui vont être repoussés. Est-ce que vous avez des questions? Je continue. On va voir maintenant, on va revenir un petit peu à la réalité. C'est-à-dire que là, je vous ai fait beaucoup de théories. Je m'en excuse, mais il faut que passer par là. J'espère que je ne vous endors pas. Mais il faut quand même passer par là avant de voir justement les méthodes de nano-revêtement du cuivre. On n'aurait pas de cuivre, on serait bien malheureux parce que là, c'est une vraie symbiose entre le cuivre et le carbone. Donc pour revêtir le cuivre, pour faire un nano-revêtement, c'est-à-dire pour revêtir le cuivre de carbone, pour nous permettre après de faire circuler le plasma, eh bien on a deux méthodes. Il y a une méthode de nano-revêtement dite par le feu, c'est-à-dire avec une lampe à souder, et puis une méthode de nano-revêtement avec la soude caustique. Alors d'un côté, on a du thermique, et de l'autre, on a du chimique et du thermique. Sans entrer dans les détails, pour la première méthode de nano-revêtement par le feu, l'avantage principal c'est la rapidité. La rapidité parce que en quelques heures, au plus en une journée, une bonne journée, eh on arrive à faire plusieurs passes avec la lampe à souder sur par exemple un fil de cuivre, eh bien on va avoir un grand nombre de couches de carbone qui vont se superposer. Alors ça a été vraiment utilisé vraiment très très fort quand il y a eu justement le début de l'épidémie Corona, puisque M. Kesh a mis en place des traitements avec les coupes de vie. La One Cup One Life, c'est 1C/1L. Pour le coronavirus, eh bien, on s'est dépêché à faire des bobines avec la lampe à souder. Je dis bien lampe à souder et pas chalumeau. Parce qu'il y a un détail qui est important, c'est que pour arriver à mettre des couches de carbone, il faut être aux alentours de 630 degrés. Si vous utilisez un chalumeau,
c'est mort d'avance parce qu'on est largement au-delà de ça et puis vous ferez rien de bon. Alors cette méthode, je ne m'étends pas dessus parce qu'il y a de nombreuses vidéos qui montrent comment faire. Si vous avez vraiment besoin de conseils, vous pouvez m'appeler, vous pouvez m'envoyer un mail, il n'y a aucun problème, je vous guiderai. Mais moi je suis plutôt fan, en étant tranquille, de la méthode à la soude caustique parce que on a beaucoup plus de couches qui se créent et ces couches sont, à mon avis, beaucoup plus homogènes, elles sont beaucoup moins fragiles. Et donc c'est quelque chose qui est génial pour la circulation des électrons et du plasma. Donc vous voyez les ordres de grandeur, hein. D'un côté on va faire ça en une journée et demie, et de l'autre côté, c'est ce que j'ai mis en bas, hein, ça prend plusieurs semaines parce que le traitement est long, mais ça vaut le coup. Faut pas être pressé, c'est toujours pareil, hein. Donc la méthode de nano-revêtement par la soude, c'est assez simple. Puisque le mélange optimum, c'est de l'hydroxyde de sodium et de l'hydroxyde de potassium, hein, c'est-à-dire c'est de la soude et de la potasse. Hein. Et alors dans des proportions que vous avez à l'écran, 80% pour la soude et 20% pour le reste, hein, ou 4 parts, 1 part. Bon. Moi, je fais ça simplement à la soude, ça va très bien. Et voilà, je vous ai mis une photo du résultat que j'ai. Donc on a des bobines qui sont bien revêtues. On le voit à leur brillant. Un noir bien brillant, ça veut dire que là on a de belles couches. Je vais vous passer une vidéo que mon ami Jacques Gaffet a tournée il y a pas très longtemps. Il me l'a fait passer justement à des fins pédagogiques et donc c'est lui qui a fait ça parce qu'il fait aussi des conférences. Jacques, c'est un ami à moi, il vit dans le Périgord, près de Sarlat. Il est spécialiste de l'eau. C'est une personne qui est très méticuleuse pour les gans. On travaille ensemble. Il dispose avec 2 collègues là, ils disposent ensemble d'un microscope très pointu avec lesquels ils font des photos. Et, le microscope est dans une cabine vraiment protégée, on va dire, par rapport au champ magnétique. Et ils font des photos à partir de gouttelettes d'eau. Alors ils ont étudié beaucoup d'eau, y compris dans les lacs de tous les lacs du monde, pratiquement les grands lacs. Hein. Ils ont ramené de l'eau, ils ont fait des photos, et on voit que ces clichés donnent beaucoup d'enseignements par rapport à la structure de l'eau. C'est pas simplement H2O. On voit d'autres trucs dedans qui sont... là, les dispositions sont extraordinaires. Donc Jacques a tourné ce film. Je vais vous le passer maintenant. Il dure 2 minutes ou 2 minutes et demie. Alors, pourquoi il passe pas? Voilà. L'une des phases entrant dans la fabrication du magrave consiste à modifier la nature du cuivre utilisé pour le bobinage. Dans cette courte vidéo, nous aborderons les principes qui modifient l'état de la matière et lui donnent de nouvelles caractéristiques. Dans la dimension physique, les conditions de température et de pression engendrent différents états de la matière. En modifiant l'environnement magnéto-gravitationnel, nous pouvons convertir la matière en un état monoatomique en couches nano. La couche monoatomique et les couches nano s'organisent en surface au-dessus de la matière physique. Le process pour le nanosurfaçage, nanocoating en anglais, s'effectue par l'ajout d'eau bouillante et de NaOH, plus communément connu sous le nom de soude caustique. L'interaction de l'environnement avec le cuivre, la réaction chimique, engendre des espaces qui favorisent la création des couches nano. Bien que les nanocouches comportent des espaces, la matière et la couche nano restent liées l'une par rapport à l'autre. En d'autres termes, elles ne sont pas libres et indépendantes de la matière physique. Elles restent reliées par des connexions magnético-gravitationnelles. L'état de la matière physique est très compact. Les liaisons moléculaires dépendent de la température et de la pression ambiante. Les couches monoatomiques se positionnent d'elles-mêmes et s'interconnectent par leur champ magnético-gravitationnel. En se libérant et en s'amalgamant entre les espaces,
les champs deviennent des centres d'énergie et d'information. Ces espaces sont des enveloppes magnétiques qui contiennent le plasma qui circule dans les couches nano. En absorbant tout le spectre des champs magnétiques et gravitationnels, elles prennent une couleur noire. Il est important de comprendre que les couches nano ne s'organisent pas en 2 dimensions, mais en 3 dimensions. Un nanosurfaçage réussi donne un matériau d'un noir profond qui démontre l'efficacité de l'absorption des champs magnétiques. Les couches ont une épaisseur de quelques dizaines de milliers de nanomètres. La pénétration des forces dans les espaces des couches nano produisent et entretiennent un champ magnétique. Cette sorte de réservoir de champ magnétique contient du plasma, de l'énergie et de l'information. C'est ainsi que les champs magnétiques de notre environnement sont désormais capables d'être captés et d'interagir avec les champs nano. Les champs s'attirent et s'unissent. On peut comprendre maintenant pourquoi l'état d'esprit de l'opérateur, son humeur, ses émotions et ses sentiments sont prépondérants. Les couches nano fonctionnent comme des éponges. Elles attirent à elles toutes les énergies, notamment celles qui sont générées par la pensée humaine. Voilà pourquoi, tel un alchimiste, l'opérateur doit travailler en conscience et veiller à être parfaitement centré. De cette condition dépend l'efficacité plus ou moins grande du magrave. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Est-ce que vous avez des commentaires là-dessus? Super. Bon, merci. C'est pas ça que j'attendais, mais ça fait toujours plaisir. Bon, très intéressant. Ouais. Donc, je vais continuer. Donc, vous avez vu... Une question. Oui. Moi, je reviens au nanocotage avec la soude. Oui. Tu parles de soude et tu parles de potassium. Oui. Donc, quels sont les noms commerciaux qu'on trouve dans le commerce pour trouver ces 2 produits? Je te les donnerai par mail. D'accord, merci. Hein, parce que bon, c'est vrai qu'il faut faire attention à ça, parce qu'il faut prendre de la soude pure, et puis du potassium aussi pur. On trouve ça dans les commerces de bricolage, mais pas tous. Et puis il y a une marque Oui. qui est privilégiée, parce qu'elle fonctionne très efficacement. Merci. Alors, le cuivre, eh bien sûr, vous avez compris, tout le monde le sait, il a une structure atomique. Le nanorevêtement a une structure qui est monoatomique, on vient de le voir, hein, c'est-à-dire que ce sont des atomes de carbone qui se superposent les uns au-dessus des autres. Voilà. Et la liaison, sans entrer dans les détails, on a plusieurs types de carbone, je ne vais pas rentrer là-dedans pour le moment, mais il faut savoir qu'à l'interface avec le cuivre, on n'a pas le même carbone que dans les couches supérieures. Je m'arrête là pour le moment parce que c'est un petit peu compliqué, surtout si vous débutez et que vous n'avez jamais vu ça. Hein. On en parlera un petit peu après. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que ça fait comme un petit treillis, vous voyez, ou un grillage. Ce grillage, eh bien, il est tapissé, il est associé, il est au nœud de chaque élément. Là, on a un atome de carbone. Voilà. Et donc ça fait des nappages. Un nappage fin et très souple, très efficace aussi, puisque à l'heure actuelle, il y a des industriels qui travaillent déjà dessus. Ils vont sortir avec ça des téléphones qui se plient en deux, enfin des écrans sur les vitres, enfin je vous passe tous les détails des gadgets qu'on a, heureusement ou surtout malheureusement, dans notre société à l'heure actuelle. Voilà, vous voyez le principe, l'image, je la trouve super belle. Et, on a ça, c'est-à-dire que quelle que soit la structure sur laquelle on se trouve, parce que bon, vous regardez un fil de cuivre, et bien le fil de cuivre, vous le dénudez, il est magnifique. Mais quand on le regarde au microscope, c'est des creux et des bosses, des vallées et des montagnes, ça n'arrête pas. Et donc, eh bien le nano, lui, il n'y a aucun problème, il épouse complètement la structure intime du cuivre, hein, parce qu'il est tout petit, tout petit, tout petit. Alors chaque particule, par contre, c'est un magrave, parce qu'on a cette notion d'équilibre que Jacques vous a décrit dans sa vidéo,
Et donc, une fois que c'est équilibré, eh bien, c'est parfait parce qu'on a des millions d'équilibre magrave dans un revêtement nanométrique. Et puis, après, on va se servir de tout ça, on va se servir de cette énergie parce que finalement, ce sont des réacteurs plasma, puisqu'ils émettent magnétiquement et ils récupèrent gravitationnellement. Donc, c'est très important. Alors c'est un peu déroutant dans la mesure où ces couches elles sont toutes petites. Hein. Je vous rappelle que là la couche elle fait 1 nanomètre et bon il y en a beaucoup, hein. Il y en a entre 30 et 70 000 hein, suivant comment on le fait. Mais une feuille de papier eh c'est simple, hein, c'est 100 000 nanomètres, donc on est largement en dessous. Alors les particules, bien sûr, elles atterrissent là, donc par les deux procédés, hein, et elles sont, en particulier au niveau de la soude, elles sont vraiment un petit peu en désordre, c'est-à-dire qu'il y a des couches, hein, il n'y a aucun problème dessus, mais si on prend une particule, son pôle nord et son pôle sud, eh bien, il n'y a plus de pôle nord, il n'y a plus de pôle sud, il y a bien sûr deux pôles, mais ils sont complètement désorientés. C'est-à-dire que le voisin est dans un sens, la voisine est dans l'autre, enfin c'est comme sur le schéma que je vous propose, c'est un peu le bazar, parce qu'il y a des orientations qui sont vraiment aléatoires. Alors ce qu'on va faire, on va faire passer un courant très faible, de l'ordre de 200 millivolts, quand on fait ça, hein, et on va, en faisant passer ce courant, puisqu'on est dans les champs magnétiques et gravitationnels, eh bien, on va arriver à orienter toutes les particules nano. C'est très simple, hein. Je vous ai mis une vue, déjà quand on regarde pas la photo pour le moment, mais quand on regarde la vue qui est en haut à gauche, eh bien au départ on a un trait noir, c'est l'axe d'épaule de la particule, et puis ensuite quand on a passé ces 200 millivolts, eh bien on voit que cet axe d'épaule, eh bien, il est orienté horizontalement et il est de couleur verte. Alors ça, c'est une procédure qu'on fait couramment pour ceux qui ont déjà manipulé, hein. C'est-à-dire que toutes les bobines, comme vous les voyez dans le bac, eh bien, on leur applique cette tension. Alors là, bon, c'est comme si on avait un petit bébé, parce que c'est toutes les 6 heures pendant 3 jours, hein. On ne donne pas le biberon, mais on donne de la tension. Voilà. De la tension électrique, et puis de la tension avec 2T aussi. C'est très important. Il faut chouchouter ces bobines qui sont vraiment merveilleuses. Donc là, on va finalement aligner les champs magraves des particules, de toutes les particules. Alors, du fait qu'on a réorienté tout ça, eh bien, on va justement donner le chemin préférentiel du flux énergétique. C'est-à-dire que le flux, eh bien, il va avoir la prédisposition de passer là-dedans parce que vous avez vu que tout était orienté dans le même sens. Tout le monde est orienté dans le même sens. Donc là, c'est comme j'appelle ça, moi je dis c'est une patinoire à électrons. Et vraiment c'est ça, quoi. Parce que le cuivre est complètement ignoré. Du coup, le cuivre, eh bien, il sert simplement de support au carbone, hein, grosso modo. Donc c'est génial. Le nanorevêtement, eh bien, il va couvrir toute la totalité de la surface du cuivre. Hein. Et donc, comme l'a dit Jacques tout à l'heure, on va avoir cette couleur noire qui va apparaître. Il faut savoir, alors moi je ne l'ai jamais vu, mais on m'a dit à la Keshe Foundation que une couche nano était visible sans trop de difficultés, et apparemment c'est transparent, c'est pratiquement transparent. Et au fur et à mesure qu'on met des couches, eh bien, forcément, le carbone, eh bien, c'est noir et ça évolue dans ce noir que vous avez vu et sur la photo et sur la vidéo. Alors, on arrive finalement à avoir du carbone, on ne sait pas trop dans quelle structure il est. En fait, on sait que ce carbone, il est en structure diamant. Une structure diamant, je pense que vous savez ce que c'est. Et la structure diamant, la voilà. Et on a toujours ce phénomène de circulation, c'est-à-dire que si on prend le dessin d'en haut, eh bien, par le pôle nord, il va s'écouler le champ magnétique qui va venir non seulement, alors c'est un schéma simplifié, non seulement interagir avec le pôle sud
du matériau, mais avec le diamant voisin aussi, la structure diamant voisine, et ainsi de suite. Ce qui fait que, au bout du compte, tout le monde va communiquer. C'est ce que vous a montré Jacques dans sa vidéo. Et le voisin aussi va émettre des champs magnétiques qui vont se retrouver au pôle sud du voisin. Donc il y a tout cet équilibre qui se crée. Il se crée forcément, on va dire de façon stabilisée, parce qu'après, bon, mais, le carbone existe, mais après le carbone, il va quand même rentrer dans sa fonction, c'est-à-dire d'absorption et de rétention de champs, et puis de circulation d'énergie, mais aussi il va limiter pour d'autres champs, il va limiter la pénétration. Au bout du compte, on va se retrouver avec un alignement dû au multimètre, puisqu'on a passé ces 200 millivolts, et on va avoir un alignement monoatomique. Vous vous souvenez tout à l'heure, je vous ai montré le train des monoatomiques avec les petits atomes qui étaient les uns à côté des autres. Et bien là c'est pareil. On se retrouve dans cet alignement monoatomique qui est parfaitement régulier. Du coup, l'énergie, eh bien, elle va avoir la prédisposition de passer là où c'est le plus simple pour elle. Donc elle va passer dans les revêtements, elle ne va plus passer dans le cuivre. Alors on se retrouve finalement avec un nano-revêtement qui a créé des cristaux, et puis ensuite ces cristaux de carbone en forme diamant, eh bien, ils sont alignés et ils sont monoatomiques. Donc c'est génial parce que l'énergie du coup passe comme si l'image qu'on a ici avec le globe terrestre, c'est la même chose. C'est-à-dire que on a le pôle sud et il y a une direction qui est favorable vers le pôle nord. C'est-à-dire que on a le magnétique qui donne au gravitationnel. Là, on a le même système, sauf que l'énergie qui arrive de l'extérieur, le plasma, eh bien, il est boosté par justement cette direction. Donc là, on sait à peu près ce qui se passe à l'intérieur d'un revêtement nano. Est-ce que vous avez des questions? Oui, les 6 heures. Pourquoi les 6 heures? Est-ce que c'est vraiment tellement strict? De quoi les? Oui, enfin, bon, je devrais pas dire ça, mais moi je fais pas 6 heures. Hein. La nuit, je dors. Oui. C'est-à-dire que je fais à minuit et puis après je le fais à 8 heures. Voilà. Oui. Et si on laisse plus longtemps que 8 heures entre les deux, Ouais, c'est pas grave. terrible. Après, il faut. Alors bon, c'est pas un cours pour faire du nanocotage là, hein, ce soir, mais bon, il faut pendant cette opération de 200 millivolts, eh bien, il faut toujours que le carbone soit humide, c'est-à-dire qu'il y ait encore un petit peu de soude dessus. Hein, puis après, il y a tout un process que tu connais, Dominique. Hein, et donc, il faut que ça soit vraiment humide pour qu'on puisse passer le voltage et que ça fasse son effet surtout. Si tu passes du 200 millivolts sur du carbone qui est sec, ça ne marchera pas. Oui. Voilà. Bon, c'était les 6 heures qui sont Oui. vraiment difficiles à respecter. Oui, surtout la nuit. Après, il faut s'organiser, hein, il faut s'organiser. Oui. Parce que bon, c'est pas facile. Mais c'est les 3 jours qui sont les plus délicats, quoi, on va dire. Hein, parce qu'après, c'est un bonheur quand même d'avoir des bobines. Si tu fais ça comme il faut, déjà, l'ordre de grandeur dont je parlais tout à l'heure, eh bien, il est optimum. Hein, et si tu le fais mal, eh bien, t'as pas l'énergie correcte, hein, pour voir les choses en face. Oui. Hein. Et par exemple, si au lieu de le faire 4 fois par jour, on le fait 3 fois, mais pendant 4 jours, c'est pas pareil. Non. Non. Non, parce qu'après, alors bon, je ne veux pas rentrer dans plein de détails techniques qui ennuient peut-être d'autres personnes, mais ce que je peux te dire, c'est que, enfin, tu l'as sûrement remarqué, chaque fois qu'on fait passer les 200 millivolts, on voit sur le cadran de l'appareil, du multimètre, on voit les chiffres qui dégringolent. Et à un moment, il y a une stabilisation de ces chiffres. Et là, il faut s'arrêter. Et tu reviens 6 heures après, et ça va encore dégringoler un petit peu plus. Et à un certain moment, il y a un plateau.
Il y a un plateau, alors moi ça m'est jamais arrivé, mais je sais que ça existe. Il y a un plateau sur lequel après tu redescends plus. Alors tu redescends plus pourquoi? Tout simplement parce que les couches sont sèches. D'accord. Voilà. Et parfois, il y a des valeurs négatives aussi. Oui. Oui, parce que tu passes dans le... Mais ça, c'est pas très grave. Le plus important, c'est toujours de mettre les contacts au bout des fils du multimètre. Les contacts, il faut les mettre toujours au même endroit. Oui. Voilà. C'est pas très grave Merci. tout ça. Voilà. D'accord. J'ajoute une chose pour ceux qui ont commencé, parce que je sais que dans l'assistance, il y a des gens qui ont commencé. On a parlé de chalumeau, enfin de lampe à souder tout à l'heure. La lampe à souder, elle sait pas très bien de nanocoter les plaques de cuivre avec une lampe à souder. Pour la bonne raison que vous n'allez pas avoir quelque chose d'uniforme. Si vous n'avez pas quelque chose d'uniforme, vous n'aurez pas de couche carbone uniforme. Je vous conseille de faire le traitement à la soude pour les plaques de cuivre. C'est important ça. Autrement, vous n'aurez pas le résultat escompté. C'est toujours pareil. Il y a cette histoire d'ordre de grandeur qui est primordiale. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un qui me parle là? Non? Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau de tout ces couches nanométriques? Comme vous l'avez vu dans la vidéo, il y a quand même des petits espaces. Hein, et ces petits espaces, eh bien en fait, on peut faire l'analogie avec les aimants dans la soucoupe. Hein, comme il y a des champs magnétiques gravitationnels, eh bien cet équilibre magrave qui se crée entre chaque grain de carbone, chaque cristal de carbone, et donc il y a cet équilibre-là. Et les champs qui vont être absorbés absorbés dans les espaces. Voilà. Et comme il y a des millions de cristaux de carbone, hein, bien sûr, hein, on a des millions d'espaces, et puis donc il y a des millions de magraves, et il y a des millions de réacteurs plasma, c'est-à-dire des millions de petites énergies qu'on va pouvoir fédérer. Donc bien sûr, hein, quand vous avez compris ça, eh bien, vous avez compris que, à propos des ordres de grandeur, par rapport à un fil de cuivre que vous avez devant vous, les ordres de grandeur sont beaucoup plus importants. Ça n'a plus rien à voir. On a réussi à transformer un fil de cuivre en un super conducteur, un super isolant, et n'oubliez jamais que ça, vous pouvez le faire dans votre cuisine. Vous ne regardez plus votre cuisine de la même façon dès à présent, parce que vous pouvez faire dans votre cuisine, dans votre garage, dans votre jardin, vous pouvez faire ça sans avoir un matériel dément, quoi. C'est très facile, hein. Vous prenez une lampe à souder, vous prenez du fil de chez qui vous voulez, vous faites les bobines et vous passez votre lampe à souder dessus, ou vous les trempez dans la soude. Franchement, c'est dérisoire au niveau budgétaire, et puis c'est quand même une création, quoi. C'est vraiment quelque chose de magique, hein. Alors pour ceux qui n'ont pas pratiqué, vous vous en rendez forcément pas compte maintenant, mais quand vous le ferez, vous verrez, vous penserez à nous, parce que c'est quelque chose de génial, vraiment. Et puis après, quand on fait des magraves, quand on fait les protections pour le téléphone, tout ça, ça va très vite, quoi, très vite. Et c'est très facile. Alors bien sûr, il y a de l'apprentissage, hein. Alors bon, au début, vous allez sûrement avoir quelques difficultés, vous allez peut-être m'appeler, je vais vous aider, mais bon, après vous allez vite prendre le pas, hein, il n'y a aucun souci, hein. Faire une bobine, à la limite, vous prenez un crayon, comme faisait Monsieur Cash, hein. Vous prenez un crayon, un bout de fil de cuivre que vous avez dénudé, et puis il y a même des vidéos qui tournent là-dessus, hein. Il y a des gens en France qui ont fait ça, hein. Vous prenez un crayon, vous prenez un bout de fil de cuivre, vous l'entourez autour de votre crayon, et bien vous avez une bobine, hein. Voilà, hein. Alors, il y a certaines précautions à prendre là-dessus, parce que c'est quand même plus agréable, même si on a la peau propre, il faut quand même éviter de toucher, même si M. Cash l'a fait pour la Chine, il faut quand même éviter de toucher
le cuivre à main nue. Moi j'ai toujours des gants de laboratoire ou d'infirmière que je mets pour toutes ces opérations. Hein, je ne travaille jamais à main nue, jamais. Donc ça c'est des petites astuces, mais faites-le, faites une bobine et puis essayez de la nanocoter, vous allez voir, c'est super. Hein. Donc ça, on a vu dans la dernière session, hein, c'est-à-dire qu'on a un champ magnétique, les champs sont en attraction et en répulsion, le champ magnétique, il donne, le champ gravitationnel, il prend, et quand ils sont en équilibre, je vous le dis et je vous le redis, nous avons un équilibre magrave. Pareil, dans la session 1, on a vu que les champs, ce sont des combinaisons, ils sont en interaction tout le temps. L'énergie est tout le temps en mouvement, hein, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc il y en a un qui prend l'énergie, l'autre qui la donne, mais finalement, est-ce qu'on peut se demander quand même, est-ce qu'il n'y a pas des pertes, ou comment ça se passe au niveau du champ magnétique et gravitationnel? Est-ce qu'il y a un don de l'un et l'autre prend tout, ou est-ce qu'il y a de la perte? Enfin, on ne sait pas trop. En fait, quand on regarde globalement, eh bien, on s'aperçoit que c'est comme ça que ça se passe. Oui, en effet, il y a le champ gravitationnel qui prend l'énergie du champ magnétique, hein, et puis c'est un petit peu comme le chien qui se mord la queue. Voilà, il n'y a pas de, entre guillemets, il n'y a pas de perte. Du moins à ce niveau de compréhension de la science du plasma. Mais après, on rentre dans des choses qui sont un peu plus pointues. Il faut que vous reteniez ça, quoi. Donc une énergie qui est tout le temps en mouvement, un champ magnétique qui donne de l'énergie, un champ gravitationnel qui prend l'énergie, c'est un échange entre eux, il y a un équilibre, c'est le champ, le magrave, la condition magrave. Alors pour illustrer tout ça, vous savez que M. Kesch a apporté, il y a un peu plus d'un an maintenant, les coupes de vie pour lutter contre le virus coronavirus. Et donc, pour faire une petite chronologie quand même, au départ, il n'y avait qu'une coupe, et la deuxième est arrivée après. La première coupe, c'est une coupe qui est dite coupe sur l'émotionnel, parce que apparemment, au départ, quand il y a eu la première attaque Corona en Chine, et ensuite en Europe, ça touchait la tête, le cerveau et les poumons. Donc M. Kesch a développé une coupe pour pallier à tout ça. Je vous rappelle que le principe, c'est d'avoir de l'eau plasma. On verra en détail tout ça après, mais l'eau plasma, c'est-à-dire que c'est une eau qui est au-dessus du gans, qui a été récupérée, qui a été dessalée et qui est pulvérisée. On peut même en boire, hein, mais attention, ne buvez jamais de gans solide, jamais de la vie, parce que vous vous mettez en danger. Mais cette eau plasma, c'est comme de l'eau tout à fait classique, hein. Et donc cette eau plasma, elle a une énergie qui est moindre que celle du virus. Et quand le virus est au contact de cette eau plasma, c'est-à-dire quand vous vous baladez dans un magasin, que vous allez à l'extérieur, qu'il y a un virus, eh bien il va se mettre forcément vers vous, peut-être sur votre masque, mais le masque il faut aussi l'asperger, hein. Eh bien l'énergie de ce virus va être complètement déchargée. C'est-à-dire que le virus il va être anémié d'un seul coup par le champ magnétique gravitationnel de l'eau plasma de la coupe. C'est toujours le même principe. La boucle infinie qu'on a vu tout à l'heure, eh bien là aussi, ça joue. C'est la même chose. Alors comment sont faites ces coupes? Très simplement. Et là, vous allez pouvoir commencer à mettre à profit ce que je vous ai expliqué. Là, ce sont des coupes qui sont vues de dessus. C'est-à-dire qu'au centre, vous avez des bobines de cuivre qui ont été nano-cotées, nano-revêtues, comme on vient de le voir, soit à la soude, soit au chalumeau. Il n'y a pas de problème. Ensuite, de chaque côté, alors pour la première coupe qui est cerclée de bleu, là, on a une plaque de zinc nue, hein. Et puis pour l'autre coupe qui est arrivée après, alors elle est arrivée
après la première mutation du virus, parce que le virus s'attaquait aux tissus rouges du corps, comme les muscles, hein, beaucoup, et puis les articulations, ça venait jusqu'aux articulations. Donc il a fallu une coupe pour compléter les aspersions qu'on faisait à l'époque, et qu'on fait aussi de temps en temps, toujours d'ailleurs, hein, parce que nous on est à la campagne, on n'a pas trop ça, on sort pas beaucoup, on fait attention, mais il y a des gens qui sont en ville et qui sont avec des densités de population entre guillemets à risque, bien qu'on puisse en discuter, mais c'est pas le sujet. Donc, on a fait 2 coupes. Et pour cette deuxième coupe, eh bien, à la place de la plaque de zinc, on met une plaque de cuivre. C'est la seule différence, parce que au milieu, on a des bobines de cuivre nues. Voilà. Donc, là, on va faire une circulation de champs magnétiques et gravitationnels, parce que tout ce petit monde-là, c'est dans de l'eau salée à 15%, c'est-à-dire que là, on a vraiment une eau salée qui est très 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 salée. Donc ça va faciliter les choses au niveau de la création des champs. Vous vous souvenez qu'au tout début, la semaine dernière, je vous ai présenté le principe des ganses. Je vous rappelle qu'on met dans un récipient rempli d'eau salée, mais pas à 15%, hein, un peu plus basse, de l'ordre entre 4 et de temps en temps 10%, moi je reste à 5 tout le temps. Eh bien on met dans cette eau salée, on met une plaque de cuivre non revêtue, on met par exemple une plaque de zinc, on va avoir une interaction, pour faire les choses très simplement, on va avoir une interaction qui va créer un champ magnétique et gravitationnel qui va attirer le carbone, l'oxygène, l'hydrogène et l'azote de l'air ambiant, de l'environnement ambiant. Et bien là, on va avoir la même chose, on va avoir ce phénomène d'attraction avec une particularité. Vous voyez la différence entre les 2 coupes, hein? Une plaque de zinc d'un côté et une plaque de cuivre nue de l'autre. C'est franchement très très simple. Alors je sais qu'il y en a qui l'ont fait. Hein. Alors la plaque de zinc, elle va agir sur l'émotionnel, hein, parce que c'était ça que... c'était cette zone émotionnelle, le cerveau et compagnie qui était attaquée par le premier virus corona. Ensuite, la plaque de cuivre nue, elle agit sur le physique suite à la mutation. Donc, c'est ce que je viens de vous dire. Hein. Les voies respiratoires étaient vraiment très affectées aussi. Hein. On a suivi ça de près. On a envoyé beaucoup de matériel un petit peu partout. Hein. Alors, par contre, au niveau du fonctionnement, on va en parler tout de suite. Voilà. Quand on regarde la première bobine, vous vous souvenez, donc on a cette bobine centrale qui est nano-revêtue. Le nano-revêtement, on en a parlé il y a quelques minutes, ce nano-revêtement, il a un ordre de grandeur qui est beaucoup plus puissant que des matériaux qui ne sont pas revêtus. En l'occurrence, dans cette première coupe, bleue, là, vous avez 2 matériaux qui ne sont pas revêtus, la plaque de zinc d'un côté et la bobine de cuivre de l'autre. Alors vous comprenez bien que l'interaction qui va agir entre les deux, comme je l'ai mis sur le schéma qui est à gauche, eh bien cette interaction, elle va être très très puissante. Alors non seulement on a de l'eau salée qui va faciliter les choses, on ne va pas rentrer dans ces concepts-là, parce qu'en plus il y a dans les matériaux, il faut que je vous dise un truc, c'est que on a donc des atomes, et puis on a un noyau, et puis autour on a des électrons. Et puis il y a certains matériaux, eh bien ils ont une prédisposition, on va dire, là justement on en parle de la prédisposition, ils ont une prédisposition à relâcher des électrons. C'est-à-dire qu'il y a des électrons qui partent et qui vont dans d'autres endroits, et on a ce phénomène-là aussi qui se crée dans ces coupes. Mais on ne va pas en parler tout de suite, il faut savoir que ça existe. Restons simplement sur ce qui se passe au niveau de l'interaction des champs entre la bobine nano et les plaques et bobines périphériques. Alors là, forcément, il va y avoir des échanges assez importants, et on va voir ce que ça fait après. Le principe de la matière, on l'a vu un petit peu l'autre jour, c'est aussi le principe de fonctionnement des coupes.
Parce que les énergies, on a commencé à en parler un petit peu, elles travaillent avec comment dire, une certaine méthode, quoi, hein. C'est-à-dire que l'énergie est fractionnée en paquets unitaires, hein, et puis ces paquets unitaires, finalement, constituent des paquets d'énergie, et comme on le disait tout à l'heure, avec une baisse de fréquence par rapport au plasma central, eh bien, ces paquets d'énergie peuvent se transformer en matière. C'est pour ça que on va le voir ça, je crois, c'est dans 2 semaines, on verra comment se crée la matière. Il ne faut pas perdre ça de vue, c'est pour ça que je l'ai mis là. Parce que le virus Corona, dont on vient de parler avec les coupes là, eh bien, il est construit sur ce même principe. C'est-à-dire que lui, c'est un paquet de matière, hein, un paquet d'énergie, et comme je vous le disais il y a 2 minutes, eh bien, il va être vraiment amoindri quand son système de champ magnétique et son système de champ gravitationnel vont être affectés par l'eau plasma que vous serez mis dessus ou que vous aurez bu. Donc là, le virus va être épuisé et il ne pourra plus fonctionner. Est-ce que vous avez des questions? Je vous ai peut-être endormi, là, je ne sais pas trop, parce que je suis désolé. Oui, moi j'ai une question. Il me semble que j'ai lu dans un article écrit par M. Kesh, Oui. il parlait de l'inertie de la Terre. Oui. Et ça avait un impact sur ce paquet d'énergie que représente le virus. Tu peux en dire un petit peu plus? Pas pour le moment. Ok. C'est dans les prochaines sessions. D'accord. Pas pour le moment, non. Alors bien sûr, je peux simplement dire que bon, l'énergie globale de la Terre, bien sûr, elle affecte tout ça, hein. Mais très sincèrement, je ne sais pas si on a toutes les billes pour s'avancer là-dessus. Franchement, hein. Parce que là, déjà, ce que dit Monsieur Kesh, je suis à 200% d'accord avec lui. Par contre, on se heurte, à part certains pays qui ont bien compris ce que faisait M. Kesh, il y a certains autres pays, entre les médecins, les scientifiques de plateau, et de plateau télé, et toute la clique, là, ils ne veulent pas en entendre parler, hein. Donc, je pense qu'il a raison. C'est-à-dire que, globalement, on est dans un système où on a beaucoup d'énergie qui arrivent de toutes parts, qui sont de différentes origines, qui ont des caractéristiques très différentes, et bien sûr ça influe, bien sûr. Alors, je reviens à cette histoire de matière physique et de matière plasmatique, tout simplement pour vous dire que c'est dans les coupes que vous avez peut-être fait ou que vous ferez, comme dans un GANS, eh bien, vous allez avoir la matière physique, parce que finalement, le GANS, vous le voyez, et aussi vous allez avoir de la matière plasmatique, parce que chaque bille de GANS, eh bien, elle a une énergie extraordinairement puissante. On aura l'occasion d'en parler la semaine prochaine. Vous allez voir, c'est très très étonnant, très étonnant. Alors, si on fait une hiérarchie qui vaut ce qu'elle vaut, hein, mais des états de la matière, des états plasma, nano et GANS, eh bien, par rapport justement à l'ordre de grandeur, on peut les classer. On a un état matière qui est quand même avec une énergie très faible, hein, et finalement c'est la réalité physique, c'est le domaine du visible. Ensuite, on monte jusqu'à l'état de plasma dynamique, et entre les deux, on a l'état nano, l'état de GANS, l'état plasma dont je viens de parler, et on a beaucoup à travailler pour avoir la compréhension complète. C'est très important. Sachant que nous, on est des êtres de plasma, hein, et justement, on a une relation. Alors, la question qui est arrivée à l'instant, elle est d'autant plus d'actualité que nous, on a une relation qui est très forte, hein, entre la Terre et nous, quoi, hein, tout simplement, hein. On est affecté, bien sûr, dans le physique, dans le mental,
et aussi dans les émotions. Alors, suivant notre état, bien sûr, hein, on peut avoir quelque chose, une situation stabilisée, on peut aussi accéder à des états plus hauts, hein. On aura l'occasion d'en parler, et ces états, ils vont jusqu'au fonctionnement de l'âme, hein, et de la compréhension de tout ça, puisque on est quand même des êtres qui sommes plasmatiques. Et par contre aussi, il y a des personnes qui ne peuvent pas atteindre ce niveau parce qu'elles ne font pas un travail correct. Et donc là, elles rétrogradent, c'est-à-dire qu'elles restent dans des états assez gravitationnels, on va dire. Pour pas dire autre chose. C'est à prendre en compte, ça. Alors bon, pour arriver à être dans des états que j'évoquais tout à l'heure, eh bien, il faut avoir des compétences. Les compétences, bon, vous pouvez les acquérir, il n'y a aucun problème, mais il faut vraiment apprendre et avoir une progression dans cet apprentissage. Je sais que chez Grégory Grabovoy, ça se fait couramment et c'est remarquable, parce que nous, on a quand même plus de difficultés chez Monsieur Kesh, bien que lui, il ait tout compris, hein. Nous, il nous répète les choses tous les jeudis, il a beaucoup de patience, et bon, c'est quelque chose de merveilleux. Si je résume les nanoparticules, eh bien, comme je vous l'ai déjà dit, elles sont monoatomiques, et finalement, le flux qu'elles génèrent, ou qu'elles autorisent, est lié à la valeur du rapport surface-volume. Vous vous souvenez du ballon tout à l'heure, hein. C'est lié aussi à une grande facilité d'accès, de prédisposition de cheminement, hein. Et puis aussi un grand facteur d'amplification. Ce facteur d'amplification, c'est l'ordre de grandeur, hein. Vous avez bien compris. J'ai pas remis la diapo qu'on avait vue l'autre jour, hein, mais vous avez vu que les facteurs d'amplification, ils sont énormes, hein. Et bon, bien sûr, ces forces, qui sont plasmatiques, elles génèrent des champs d'attraction et de répulsion. L'état nano, bien sûr, est relié à l'état matière avec un grand M, mais l'état matière avec un grand M est aussi relié à l'état matière avec un petit m. Alors, pour ceux qui aiment bien voir les choses, bien sûr, l'état nano, eh quand on a une bobine qui est nano-cotée, on voit très bien que ce que je viens de vous dire, c'est vrai. Et l'état plasmatique, finalement, est relié à l'état physique par le fait qu'il y a des structures de diamants de carbone qui sont plasmatiques, puisqu'elles ont des champs magraves et qui sont reliés à l'état physique, puisque reliés à l'état atomique du cuivre. Et donc finalement, ce qu'on peut dire là, c'est que cette science du plasma, eh bien c'est une science créatrice, dans la mesure où on peut faire une structure nano, et elle est connectée bien sûr à la science physique, puisque on est sur du cuivre. Alors les définitions, eh bien, elles n'ont pas beaucoup bougé pour le moment, mais on va voir que bientôt que ça va se concrétiser. En fait, tout est une sorte d'état énergétique. C'est-à-dire le plasma, le GANS, l'état nano, l'état matière avec un petit m, eh bien c'est énergétique. L'état nano, c'est donc aussi une condition plasmatique, hein, puisque on vient de le voir avec la structure de carbone. Eh bien, on a un ordre de grandeur qui est bien supérieur à l'état matière, hein, et on a des conditions de superconduction à température ambiante. Alors là, c'est vraiment un luxe extraordinaire, et c'est un état qui est plasmatique terrestre, parce qu'on sait qu'au niveau de la Terre, il y a beaucoup de carbone. La prochaine fois, non, je crois que c'est le cours numéro 5, on va traiter des acides aminés en profondeur.
vous verrez que c'est tout à fait intéressant parce que on parle du carbone et de l'hydrogène, et le carbone joue un rôle prépondérant dans tout ce qui nous entoure, entre autres, il n'y a pas que lui. Ça, nous l'avons déjà vu, on l'a vu en début de session, on le revoit maintenant. Je pense que ça vous est un petit peu plus familier. Finalement, on peut dire que, ça aussi on l'a vu, hein, l'état énergétique le plus fort nourrit le plus faible. Quand on a un changement d'état, eh bien, on augmente ou on réduit d'un ordre de grandeur ou de plusieurs ordres de grandeur l'état énergétique. Il est modifié, cet état énergétique, si on a une création, comme tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a bien vu que quand on crée un revêtement nano, c'était une création et on amplifiait les ordres de grandeur. Le cas d'un déclin, bon, c'est une dégradation. À ce moment-là, on va dégrader l'amplification, c'est-à-dire qu'on va avoir un ordre de grandeur moindre, voire plus bas. Hein. Et il y a aussi certaines configurations où le changement d'état énergétique se réalise sans consommation d'énergie. Je vous avouerai que je ne me suis pas penché sur ce problème pour le moment, parce que je pense que ça demande du temps en recherche, parce que j'ai pas regardé ça encore. Les taux de transfert énergétique, bien sûr, dans les états plasmatiques, on vient de voir l'échelle des états, et bien sûr que dans les états plasmatiques, on a des ordres de grandeur qui sont beaucoup plus importants que dans l'état matière, qui lui est au bas de l'échelle. Ça c'est évident. Hein. Rappelez-vous aussi, on en avait parlé l'autre jour, c'est l'histoire du plein de la voiture. Dans la science du plasma, on va disposer simplement de ce dont on a besoin, ni plus ni moins. Je vous ai parlé des magraves, des unités magraves maison l'autre jour. Je vous ai parlé de la génération qu'il crée dans l'environnement, justement, carbone, oxygène, hydrogène et azote. Si vous avez une déficience quelconque, ils vont juste, les champs magraves vont juste compléter le déficit que vous avez. Le plasma est lié à l'éthique de l'univers. Alors l'autre jour, je crois que c'est Hélène qui m'a fait la remarque, c'est l'éthos, finalement j'ai regardé, en fait l'éthique c'est beaucoup mieux, parce que comme je l'ai mis, pour les philosophes comme Aristote, l'éthique a pour but de définir ce qui doit être. Et c'est exactement ce qui se passe là. Je vous refais encore le speech à propos... Mais moi j'avais oui. Une question. Oui. Quand vous parlez de déficit, oui. De déficit de quel ordre? Est-ce qu'on peut parler d'un déficit? Est-ce qu'on peut préciser le déficit? Oui. Non. Oui. Par rapport à ce qu'on a vécu ce soir, par rapport au nanocotage par exemple, vous faites un nanocotage qui est superbe, et puis mais malencontreusement vous le faites tomber, vous le choquez, vous mettez un coup de scalpel dedans, ou enfin il peut y arriver plein de choses, un coup de pince malheureux, vous allez casser le nanocotage, et puis avec beaucoup de maladresse, et bien, vous risquez de dégrader complètement le flux, puisque le flux, à un moment, il ne va plus avoir de quoi cheminer, et là vous dégradez, c'est la dégradation de l'ordre de grandeur. J'ai répondu à votre question? Oui, j'ai encore du mal à assimiler ça, mais... Estimer? À l'assimiler. À l'assimiler? Oui. Est-ce que vous avez fait déjà du nanocotage, du nanorevêtement? Non. Du tout? Non. Bon, vous imaginez je sais pas moi, vous imaginez un beau vase. Vous Oui. avez un vase magnifique avec une laque de Chine très très belle. En plus la Chine est à la mode en ce moment. Et puis ce vase, pas de chance, il tombe par terre, il a un éclat. Oui. C'est une dégradation. Oui. Et bien dans le même état d'esprit, quand vous faites un nanorevêtement, si vous le dégradez, alors en plus nous on cherche à l'utiliser. Le vase c'est un coup de cœur que vous avez, il vous fait plaisir, vous le regardez tous les jours, et vous allez être chagriné de l'avoir un petit peu ébréché, ou vous voyez.
Mais là, nous, le problème qu'on a, non seulement on est chagriné parce que le nano est dégradé, mais en plus, on sait très bien que en ayant cette dégradation, et puis en plus, on voit le cuivre quand c'est comme ça, hein, on Ouais. se dit, mince, mais là, c'est fichu, quoi. Parce que le flux, il va être dévié, bien sûr, il va passer à côté, mais il passera plus dans les mêmes conditions. Hein. Vous voyez? Oui, je comprends. Voilà, Oui, merci. avec plaisir. Dis Joël, Oui. j'ai déjà fait des stylos cash si tu veux, hein, Oui. avec des fils de cuivre. Et moi je les chauffe au chalumeau, mais je ne le fais pas passer si tu veux le courant dedans. Non, il n'y a pas besoin. Et puis je le vernis. Mais Oh là là, non, il faut surtout pas. non, Mais mais je non. le vernis avec de l'acier. Oh, enfin, Ah, non, 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 Non non, 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 non. Surtout pas, surtout pas, Surtout pas. surtout pas, jamais, jamais, jamais. Ouais. Je vais. Et- Écoute-moi, la semaine prochaine, c'est Yves qui me parle, hein, oui, c'est ça, bien ça, ouais. parce que je ne vous vois pas moi non plus, hein, donc je Non, commence non. à connaître les voix un petit peu. Yves, ne fais jamais ça. Je vais t'expliquer pourquoi. La semaine prochaine, on le verra plus en détail. C'est ce qui se passe dans les magraves qui ont été faits jusqu'à présent. Quand tu fais un nano-revêtement, tu as, comme l'a dit Jacques dans la vidéo tout à l'heure, tu as des espaces. Dans ces espaces, les champs vont passer. Si tu mets du gants dessus pour les magraves, comme ça a été fait pendant des années, ou si tu mets un vernis, une peinture, là tu obstrues. Ah ouais, d'accord. Ah oui, Mais ouais. et le stylo fonctionne bien, hein. Oui, mais je ne sais pas comment tu as fait, parce que, à mon avis, il doit moins bien fonctionner que s'il n'est pas fait l'expérience. Refais-en un. Ça c'est possible. Ouais, Refais-en non, un. ça c'est très possible. Ouais. Refais-en Ok. un. Refais-en un. Et des fois il se plie si tu veux, parce que tu le mets dans ta poche, il se plie et tout ça. Mais Ouais, mais ça bon, fonctionne. Ok. Écoute, refais-en un, tu m'en diras des nouvelles. Eh ben ça va, ok. C'est pour ça qu'on met Merci. plus de gants, on ne trempe plus les bobines dans les gants. Hein. Ça fait longtemps, Ouais, hein, d'accord. alors que je sais qu'il y en a Ouais. qui le font encore. Hein. Alors là, c'est pas bien, quoi. Faut pas dire autre chose. Non, je sais que t'es fort pour la soupe moustique, toi. Oui. Voilà, non mais refais-en un. Ouais, ben ça va, ok. On a encore une toute petite question. Oui. Quand on commence à utiliser, par exemple, bon, vous parlez du stylo, ça je connais. Si quelqu'un qui fait son. Excusez-moi, stylo et qui c'est qui me parle là? C'est Mireille Oui. du Ver. Oui. Bon, je dis, si on se fait le stylo, est-ce qu'on peut l'utiliser, est-ce qu'il faut l'utiliser parcimonieusement ou est-ce qu'on peut l'utiliser, le porter par exemple sur soi tout le temps? Est-ce qu'il y a des Alors tolérances? c'est un stylo comment? Non, j'en ai pas fait, mais c'est une question. Est-ce qu'on a une tolérance à ça ou Il est-ce y a un qu'on peut- protocole pour utiliser un stylo. Il y a un Oui, protocole. D'accord. Voilà. C'est valable pour tous les objets qu'on va fabriquer. Non, mais le stylo, c'est pour la santé. Oui, On est d'accord. Hein. Et donc là, il y a un protocole particulier pour ça. Hein. Nous, on fait plus de stylos avec des bobinages parce que franchement, c'est pas le top. On a justement des ordres de grandeur qui sont beaucoup plus faibles qu'avec des gants. D'accord. Parce que- Est-ce que vous fabriquez, que vous mettez dans les pots, c'est pareil, il y a une tolérance à respecter ou on peut l'avoir une fois qu'on l'a, on peut être. Vous parlez de quoi, Mireille là, des coupes que je vous ai montrées tout à l'heure là Oui, oui. Une tolérance à quel point de vue? Ah, on peut avoir ça à côté de soi tout le temps ou Oui, est-ce moi on en a ici beaucoup parce qu'on en donne beaucoup. Et on les a, nous, dans une pièce, oui, il n'y a aucun problème. Hein. même au début, on peut. Mais oui, bien sûr, bien sûr. N'importe qui peut voilà. Mais oui, vraiment, vraiment, faites-le. Alors, comme je l'ai dit la dernière fois, il faut absolument avoir une certaine distance. Hein. C'est-à-dire, si vous en Oui. faites plusieurs, ne vous amusez pas à les mettre Oui. les unes à côté des autres à la queue leu, là, hein, ça marche pas. Hein. Oui, Il d'accord. faut les mettre au moins à 5 mètres. C'est bien 5 mètres. Parce que 5 mètres, c'est ce qu'on fait pour les gants. Et comme ça, vous ne vous posez pas la question. Très honnêtement, d'après ce qui se dit, 1 mètre c'est suffisant. C'est d'après ce que m'a dit Alex l'autre jour. Moi je suis pas trop d'accord. Je préfère les mettre à 5 mètres. Hein. Nous j'ai des gants ici. J'ai un gant dans le bureau ici. J'en ai un dans une chambre. J'en ai un autre dans mon labo. Et puis j'en ai dans le garage. Enfin bon, c'est vraiment disséminé. On peut en déposer un dans une chambre d'hôpital, on peut en mettre un dans le. Ah ben ouais, mais enfin la chambre d'hôpital, à quoi ça va servir? Parce qu'après il y a un protocole là-dessus, hein, c'est-à-dire qu'il faut dessaler le gant, il faut extraire l'eau plasma,
Ah oui, d'accord, c'est ça que je sais pas, oui. Ben écoutez, écrivez-moi, je vous donnerai les liens, parce qu'il y a des gens merveilleux qui ont fait ça. D'accord, merci. Voilà. Et moi, je me suis occupé du dessalage. Donc si vous avez un souci, je peux aussi vous briefer. Il n'y a aucun problème. Il faut m'écrire. Donc, M. Kesh a transformé la fameuse équation E égale MC2 d'Albert Einstein, qui était bien dans sa boîte, et puis lui, il a mis l'éthique, c'est la moralité que multiplie la compassion et le courage. Alors, sauf que, comme je l'ai déjà dit, l'humanité n'a pas compris la leçon sur la moralité. Moi, je me dois de vous donner ce message à chaque fois, parce que c'est très important, c'est notre façon de voir les choses, et ce serait pas normal si, en diffusant quelque chose de la Keshe Foundation, je ne vous le donnais pas. Il faut bien sûr veiller au bien-être de notre propre existence à nous. Mais il ne faut pas que ce soit, bien sûr, au détriment des autres. Ça, c'est évident. Hein. Enfin, pour moi, ça sort du cœur, en plus. Et malheureusement, bien sûr, vous savez comment ça marche sur cette planète. Hein. On a, en grande partie, ces échanges qu'il y a, eh bien, ils se font pour satisfaire l'égoïsme de quelques-uns, et puis tous les autres, bien sûr, ils voient passer le train sans y monter dedans. Et pour avoir de l'énergie, ben, forcément, c'est plus facile pour ces quelques-uns que de récupérer la nôtre. Donc nous, on doit quand même faire attention à ça, parce que si on ne donne pas notre énergie, eh bien, dans tous les conflits, dans tout ce qu'on voit, eh bien, c'est toujours des prises d'intérêt, des choses comme ça. Et en fait, ces choses-là, ben, ça perturbe les transferts d'énergie plasma. Alors on parlait de l'influence de la Terre tout à l'heure, je ne sais plus qui c'est qui m'a dit ça, mais forcément qu'on est quand même avec des niveaux d'énergie qui sont pas terribles, puisqu'il y a souvent des guerres qui sont déclarées, ça fait 8000 ans que ça dure, et peut-être même avant. C'est terrible, quoi, hein, on s'en sort pas, quoi. Hein. Donc nous, notre but, c'est quand même d'annihiler tout ça, hein, et donc avec une bonne énergie plasma, et pour lutter, parce que on a dans tout ce paquet de mauvaises énergies, et bien sûr on a des niveaux énergétiques et bien sûr des ordres de grandeur qui sont vraiment très très bas, très très bas. Il n'y a pas d'échelle négative, mais je vous laisse penser ce que je pense moi. Si vous voulez vous impliquer, bien sûr, dans cette science, hein, eh bien, il faut aller de l'avant, tout le temps, pour que nous tous on réussisse. Et puis, bon, je ne vous cacherai pas qu'en France, on n'est pas très nombreux. Et si vous voulez nous rejoindre, ce sera avec grand plaisir. Et de toute façon, nous, on fait ce qu'on peut pour que toute la communauté en bénéficie, comme je pense c'est fait chez Grabovoy et puis d'autres personnes. Hein. Et donc, c'est très très important. Je pense, je suis fermement convaincu d'une force commune, vous voyez, d'une énergie commune. Cette énergie, je la sens. Même ce soir, je sais que vous êtes là, je ne vous vois pas, mais je sais qu'il y a une bonne énergie. Et donc c'est très important, parce que quand on a une équipe comme ça, eh bien, on a cet état d'esprit, et bien sûr, on a une force qui est très très importante. Hein. Parce que n'oubliez jamais que l'énergie que vous avez, c'est l'univers qui vous l'a donnée. C'est très important ça. Et nous, on ne porte pas, vous ne portez pas, vous transportez bien sûr cette connaissance que vous allez acquérir, vous allez l'avoir au fur et à mesure, hein, mais on ne porte pas, les bonnes âmes ne portent pas les mauvaises choses. Jamais, aucune âme d'ailleurs. Et finalement, avec ces équilibres de champ énergétique, c'est un saut quantique par rapport à tout ce que l'on connaît. Hein. Je sais que Grégory Grabovoy est vraiment un pionnier dans tout ça. Il fait un travail extraordinaire, tout comme M. Kesh, hein, qui font tous les deux des travaux extraordinaires. On a validé avec mon collègue qui fait une session le mercredi, là, on s'est aperçu depuis longtemps que M. Grabovoy et M. Kesh, eh bien, ils nous disent les mêmes choses, quoi. Alors moi j'ai le bonheur d'avoir Daniel à mes côtés avec une vue de Grégory Grabovoy, et puis bon, moi je travaille avec M. Kesh. Et donc on voit quand même que c'est vraiment un saut quantique, c'est extraordinaire ce qu'ils peuvent nous donner, ces gens-là. Moi je les remercie du fond du cœur. Hein. Parce que finalement, au bout du compte, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche la paix et l'harmonie. Hein, c'est un choix.
Et on n'a pas besoin d'être énormément, mais enfin il faut encore qu'on travaille pour que cette science du plasma soit distribuée et puis qu'on ait finalement la paix mondiale. Ça c'est notre credo. Voilà, je sais que c'est le vôtre aussi, puisque je sais qu'il y a des amis qui viennent des Gros Grabovoi ce soir, je les salue encore, et puis tous les autres bien sûr aussi, hein. Et je sais qu'on est animé du même sentiment, quoi, et ça me fait vraiment plaisir. Donc j'en termine comme ça. Jeudi prochain, le 8 avril, eh bien, nous regarderons l'état de Gans. Alors bien sûr, je suis... comment dire, je sais que je vous donne beaucoup de théories, là, beaucoup de théories. J'espère que je vous noie pas trop, que la progression telle qu'elle est prévue dans les cours est correcte par rapport à ce que vous en attendez. Il faut quand même d'ores et déjà réfléchir pour les prochaines sessions. Vous savez qu'il y a des niveaux supplémentaires après qui nous font pénétrer dans l'énergie du neutron, dans plein de choses. Pour la compréhension, quand vous faites justement des gants chez vous ou toute autre chose, comme les stylos, comme a dit Yves tout à l'heure, là, vous verrez, vous aurez une autre énergie pour faire ça, et vous aurez aussi un autre état d'esprit. Voilà, je vous remercie, je suis prêt à vous écouter si vous voulez me poser des questions.